Bien, merci Pierre de m'avoir donné l'occasion aujourd'hui de pouvoir m'exprimer parmi vous sur un thème choisi, localisme et combat catalan. Alors, tout un programme, parce qu'on pourrait y passer la journée, rien que sur le localisme, rien que sur le combat catalan, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'ai choisi de faire une synthèse des deux et de vous parler de ce qui lie le localisme et le combat catalan. L'économie localiste, sans parler d'identité, pour moi ça n'a pas de sens, sinon c'est simplement que de l'économie. Et parler juste de territorialité, de nation sans identité nationale ou territoriale, ça n'a aucun sens non plus, parce que pour nous, l'identité est au centre de tout. Évidemment, l'identité, ça a un ennemi, il faut savoir désigner l'ennemi, et l'ennemi pour nous, c'est le jacobinisme. Le jacobinisme est l'ennemi des peuples. Cette doctrine messianique prétend apporter un nouvel ordre universel. Tout un folklore émane de la République jacobine. Administration, textes innombrables, hussards noirs et inquisiteurs New Look. Il contribue à ériger cette institution comme une sorte de nouvelle église, plus moderne, plus pernicieuse, plus efficace. Certains évoquent même un cléricalisme républicain. La laïcité, loin des limites raisonnables, s'érige en dogme absolu. Le royaume des cieux devient la République. L'être suprême, cher à Robespierre, surclasse Jésus, et le credo se transforme en codex de l'homo economicus. Le jacobinisme a préfiguré les grandes atrocités totalitaires du XXe siècle. Il a ouvert la voie aux crimes de masse et à la négation des droits les plus élémentaires des minorités autochtones. Le jacobinisme n'a pas hésité par le passé à éliminer physiquement tous ceux qui le dérangeaient. Parmi ces crimes innombrables, l'épisode de la Vendée est le plus connu. Le jacobinisme aujourd'hui ne se cantonne plus à la sphère franco-française. Il évolue lentement des nations administratives vers des entités supranationales comme l'Union européenne, antichambre de la globalisation. Les mondialistes s'emploient à nous réduire à un niveau de simple outil de production interchangeable, sans âme, sans terre, sans histoire. Outre la destruction de l'identité charnelle, de la capacité d'autosuffisance énergétique et économique, une de ses armes favorites reste la submersion migratoire. Parallèlement à la lutte démographique, nous devons livrer un autre combat, celui de la culture enracinée. Celle-ci s'oppose aux affirmations de l'idéologie du même, de l'être universel. La Révolution française a inauguré l'entreprise mortifère de mise au pas des peuples. L'Union européenne constitue-t-elle l'actuelle courroie de transmission de ce projet de gouvernance mondiale? Dans l'état actuel des choses, nous sommes en droit de répondre par l'affirmative. Dans l'état actuel des choses, je précise, car ne l'oublions pas, l'Union européenne, changée de l'intérieur, peut s'avérer être un outil d'importance capitale dans le jeu des équilibres géostratégiques à échelle mondiale afin d'imposer une nouvelle donne, celle de l'Europe puissance. À ce sujet, il nous faut regarder avec attention du côté de l'Est, notamment avec le projet alter-européen du groupe de Visegrad. Entraver donc les différentes stratégies conduisant au métissage universel reste la seule chance de demeurer ce que nous sommes. Chaque peuple, chaque ethnie a le droit et le devoir de résister au nivellement mondial et de continuer à vivre selon son propre modèle culturel traditionnel. Alors nous autres, Catalans, qui sommes-nous? Par quel fruit du hasard de l'histoire notre région a-t-elle été annexée à l'État français? Je me cantonnerai donc ici à l'histoire juste de la Catalogne du Nord, parce qu'on pourrait y passer, comme je l'ai dit, la journée. À ce propos, j'avais publié donc un dossier sur la question catalane, assez complet, dans la revue, dans un numéro de Terre et Peuple, je ne sais plus lequel, mais je pense que si vous allez chercher au stand là-bas, vous pourrez le trouver.
Donc, par quel fruit du hasard notre région a-t-elle été annexée par l'État français? Pour mieux comprendre l'annexion des comtés de Roussillon et de Cerdagne, il semble nécessaire de remonter un peu plus haut dans l'histoire de la péninsule ibérique et d'analyser brièvement les évolutions géopolitiques qui nous ont conduits à ce fait historique majeur de l'histoire catalane. Les causes remontent au mariage entre Ferdinand II d'Aragon et Isabelle de Castille. C'est le glissement vers la monarchie absolue. Ferdinand, donc, est roi d'Aragon et comte de Barcelone. Isabelle est reine de Castille. Leur union, donc, ne signifie nullement union des deux royaumes. Les deux monarques règnent, certes, ensemble, mais séparément. Leurs royaumes sont séparés. C'est le Concordat de Ségovie du 15 janvier 1475 qui précise et garantit les droits respectifs. Il faudra donc attendre quelques années encore pour que l'indépendance catalane soit remise en cause par le duc Olivares, Premier ministre de Philippe IV, qui est roi de Castille alors, d'Aragon, et on oublie souvent du Portugal. On ne parle toujours pas encore à cette époque d'Espagne. Il faut attendre l'année 1640, une année de trouble au Principat de Catalogne, donc. Il y a un soulèvement général, et c'est ce qui va entraîner toute la suite. Au mois de mai, contre l'incorporation des Catalans dans les tercios, l'armée royale. 1640, c'est aussi l'année du Corpus de sang. Le 7 juin, c'est la révolte des segadors, des faucheurs catalans, soutenue par une bonne partie de la population. Il s'agit d'une révolte contre un pouvoir central de plus en plus dérangeant, mais aussi contre le comportement inadmissible de l'armée royale qui cantonne dans tout le pays et qui est considérée par les Catalans comme une armée d'occupation. La guerre, donc, des segadors, des faucheurs, durera jusqu'en 1652. Plus tard, cet épisode inspirera l'hymne actuel de la Catalogne, qui s'intitule El Segador. La réaction donc, du roi d'Espagne, Philippe IV, ne se fait pas attendre. Son armée occupe toute la totalité du territoire catalan. Les Catalans donc sollicitent une aide militaire auprès de la France. Un traité sera signé en toute confidentialité, mais face à une armée royale espagnole de plus de 20 000 hommes, l'armée française rebrousse chemin. Le Roussillon, donc, ce qu'on appelle actuellement le pays catalan en France, devient pour de nombreuses années le théâtre d'opérations militaires. Las de tant d'années de guerre, donc, un traité sera signé. Ça sera le fameux traité des Pyrénées, le 7 novembre 1659. Il aura fallu 24 conférences, donc, pour parvenir à un accord. Les deux parties se réunissent depuis le 13 août 1659 aux Pays-Bas sur l'île des Faisans. Le traité met fin donc aux hostilités entre le Royaume de France et d'Espagne. Les Catalans, évidemment, ne sont pas consultés sur cette question. Et Louis XIV renoncera définitivement ensuite à ce traité au trône d'Espagne. Alors, quelles sont les conséquences sur nous autres Catalans du Nord, puisque à partir de ce moment-là, nous sommes séparés du Principat de Catalogne. Le nord de la Catalogne, donc le pays catalan, vous en avez entendu récemment, peut-être dans la réforme régionale, le territoire est composé de ce qu'on appelle le Roussillon, la Haute-Cerdagne, le Val-Espire et le Conflent. Donc la Catalogne du Nord est annexée à la couronne de France et constitue ce que l'on nomme alors à l'époque la province étrangère du Roussillon. Ensuite, au traité des Pyrénées. Province étrangère, cela signifie qu'en matière douanière, des droits sont perçus sur les marchandises à leur entrée à la sortie du Languedoc et du comté de Foix. La province conserve ses nombreux leudes, sortes de péages internes. 12 ans après le traité des Pyrénées, la situation est toujours confuse et instable. Les Français donc songent à se débarrasser du Roussillon contre les territoires du Nord, l'actuelle Belgique. Répression, complot, révolte, mise à sac, exécution, perte de privilèges et de charges communales sont le lot des premières années de l'annexion. Et oui, une annexion, ça ne se passe pas forcément toujours bien. Le tout couronné par l'interdiction de la langue catalane par édit royal du 2 avril 1700. Et là, c'est intéressant de noter une interdiction promulguée 89 ans avant la Révolution française. Ce qui prouve, pour notre part du moins en catalan, que le centralisme et le nivellement sont antérieurs à la Révolution française. Cette maladie, donc, qu'est le centralisme, est un cas récurrent dans la machine étatique française. C'est un cas qui, pour nous, identitaires, est incompatible avec notre vision du monde et notre projet de réenracinement des cœurs et de l'âme de nos peuples européens. Alors, à quoi se résume aujourd'hui le combat catalan? C'est très simple. C'est vivre, travailler et décider au pays. Vivre sur la terre de nos ancêtres et selon leurs coutumes. Je pense que ça vous parle. Travailler,
afin d'offrir un futur pour nos enfants et améliorer notre héritage commun. Décider. Décider, c'est être libre. Voilà à quoi se résume le combat catalan. Un combat similaire à celui de tous les autres peuples authentiques de la terre. Vous me direz peut-être que c'est succinct, eh bien moi je répondrai que c'est précis, tout aussi précis qu'une formule comme une terre, un peuple. Évidemment, le combat identitaire est un combat localiste, donc il est plus complexe qu'une simple formule, mais les formules ont quand même l'avantage d'aller droit au but. J'ai donc tenté de décrire rapidement quelques pistes de liberté locale économique, non pas seulement d'un point de vue catalan, mais d'un point de vue général, pour l'ensemble de nos patries charnelles. Car quand on est un identitaire cohérent dans sa démarche, cette revendication est valable pour tous les autres peuples. Mais avant, je vais un peu vous parler du dernier combat que nous avons mené récemment, ces derniers mois, en pays catalan et en Occitanie, dans le cadre de la réforme territoriale. C'est important parce que vous allez voir un peu le travail de réenracinement local, que ce soit au niveau culturel et politique, que nous menons. Alors, un bref rappel des faits. Nous avons mené une campagne donc, qui a été lancée conjointement avec Richard Roudier de la Ligue du Midi le 25 mars 2016 à Montpellier. Nous avons donné une conférence de presse. Nous étions, nous, les identitaires, donc il faut le dire, les premiers sur le terrain de la réforme régionale dans le cadre des changements de nom. Et ce qui nous a donné un net avantage. Conférence de presse donc sur Montpellier, Perpignan, Toulouse. Nous avons mené de nombreuses actions, déploiement de banderoles, notamment à l'hôtel de région de Montpellier et au Castillet de Perpignan, de nombreux tractages, rassemblements. Nous avons participé activement à 2 grandes manifestations à lesquelles nous avons collaboré activement, dont une à Perpignan qui a rassemblé 1500 personnes le 18 juin dernier et à laquelle les identitaires ont fourni, et c'est une première, un service de sécurité. Et ça, c'est important de le noter. Puis, nous avons été très actifs, nous avons mis nos équipes au travail pour rassembler, par le fruit de tractage, de vidéos, de collage, nous avons rassemblé 10 000 personnes dans les rues de Perpignan le 10 septembre dernier. Je mets au défi n'importe quelle organisation, à part peut-être la Manif pour tous, mais dans une ville, toute proportion gardée, comme Perpignan, de mettre 10 000 personnes dans la rue pour une manifestation sur un thème commun. Le thème ici était un thème identitaire. 10 000 personnes, ce qui n'est pas rien. Même les organisations syndicales à Perpignan n'arrivent pas à atteindre ce chiffre, quoi. Donc, une présence, pour nous identitaires, de près de 5 mois dans la presse locale, chaque semaine dans un hebdomadaire. C'est une nouveauté. Nous avons collaboré activement avec des collectifs, notamment un collectif qui a évolué aujourd'hui en parti politique qui s'appelle Oui au Pays Catalan. Il y a eu des négociations en interne, évidemment, pour que nous accédions au comité directeur de ce comité. Mais bon, on nous a demandé de nous vendre pour une poignée de lentilles, et c'est-à-dire cesser de parler d'immigration dans nos discours. Évidemment, quand on est un identitaire cohérent, on sait très bien qu'il est impossible de parler d'identité régionale, territoriale ou nationale sans dénoncer le fait migratoire qui, au bout du compte, fera que nous n'aurons plus d'identité puisque nous serons métissés. Donc, il y a eu ce refus et nous avons cessé toute collaboration avec ces gens-là. Cette campagne que je viens de vous décrire aura eu au moins le mérite d'ouvrir un nouvel espace politique en Catalogne du Nord, surtout pour nous, identitaires catalans. Évidemment, vous l'aurez compris, si une campagne pour un nom, c'est important. Le nom est important pour un territoire parce qu'il définit ce que nous sommes, identitairement parlant, mais ça ne sera jamais un nom de territoire qui nous amènera des lendemains qui chantent. Faute d'institutions politiques propres, nous resterons des provinciaux gouvernés depuis Paris ou Toulouse. Les questions nécessaires à propos du nom et d'un statut de collectivité territoriale unique, évolutif, en statut d'autonomie, ne doivent pas faire pour autant perdre de vue un autre problème essentiel évacué par la classe politicienne, je l'ai dit, c'est le problème de l'immigration. Alors pourquoi je parle de statut de collectivité territoriale unique? Parce que pour moi c'est lié à la question du localisme. La question de l'identité locale et la question d'une revalorisation d'une économie locale qui se voudrait circulaire, finalement, on ne peut pas les séparer d'une question d'institution politique locale. C'est pour ça que nous menons un combat pour l'obtention d'un statut pour notre territoire. Et je pense que ce combat devrait être mené dans chaque territoire. Parce que chaque territoire a le droit de vivre aussi et de pouvoir se développer et de conserver son identité. Donc, en réponse à une demande réelle, nous avons créé le 5 novembre 2016 le premier mouvement
politique 100% nord-catalan qui s'appelle Resistencia. Ça veut dire résistance, dont je suis président et membre fondateur. Alors, je reviendrai plus tard sur ce thème si vous voulez bien, s'il y a des questions, sinon on pourra en parler en aparté. On va attaquer sur le vif du sujet du localisme, que moi je lie intimement à l'autonomisme, parce que comme je vous l'ai dit, le localisme c'est bien, on est tous d'accord là-dessus, mais ça ne doit pas rester quelque chose de confiné à une élite militante, à une élite conscientisée du bienfait de l'économie circulaire. À un moment donné, le localisme, ça doit être plus qu'un simple réflexe, ça doit être quelque chose qui devient institutionnalisé. Et c'est pour ça que je le lie intimement à l'autonomisme, pour pouvoir créer une préférence locale économique. Donc, la première étape, évidemment, pour accéder à tout ça, pour nos patries charnelles, eh bien, ça serait la création de collectivités territoriales uniques. En France, je parle en France. L'outil politique et constitutionnel, c'est l'article 72, ne nous empêcherons pas, et c'est intéressant de citer l'article 74 pour les collectivités d'outre-mer, parce que question localisme, ils ont un petit avantage, quand on fouine un peu, ils ont la préférence à l'embauche locale, ce que demandent les Corses, on le refuse. Ça, c'est intéressant à noter. On aimerait, nous aussi, pouvoir pratiquer ce genre de préférence à l'embauche locale. La collectivité territoriale unique, c'est quoi? Alors, ça réunit tout à la fois les compétences régionales et départementales. Nous devons y voir ici donc un moyen efficace pour que notre département puisse encore exister comme territoire catalan. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la situation géographique, mais c'est tout petit, hein, le pays catalan, comparé dans la grande Occitanie, qui couvre une grande partie du territoire français. Mais également pour qu'il puisse bénéficier d'un statut politique, qui nous permette de vivre pleinement notre identité. Ça ne suffit pas de vivre pleinement son identité en association. Au bout d'un moment, ça devient marginalisé, surtout quand on connaît le pouvoir politique jacobin en France. Rappelons que nous, notre département est parfaitement cohérent en ce qui concerne les frontières identitaires catalanes. Je fais la référence ici, hein, c'est évidemment le charcutage républicain qui n'a aucune cohérence pour de nombreux territoires. Pour une fois que nous, la République ne nous a pas trop fait de mal, je trouvais intéressant de citer cet exemple. Donc vivre, travailler et décider au pays afin de gérer au plus près nos affaires et notre développement économique. Il s'agit d'une liberté publique des plus élémentaires. Alors notons avec profit qu'une dizaine de statuts de ce type existent et sont encadrés donc par cet article 72 de la Constitution française. Nous citerons par exemple le Grand Paris, la métropole lyonnaise, la Corse, les dom-toms d'outre-mer. Les objectifs, quels sont-ils? Conserver un territoire historiquement cohérent, ça c'est important, décider par nous-mêmes, une évolution, l'autonomisme. La seconde étape serait, pour les territoires le désirant, la création d'un statut autonome, évidemment, pour les territoires le désirant. Des exemples d'évolution de statut de CTU donc, sont à prendre du côté de la situation politique corse. Je ne sais pas si vous vous intéressez au thème, c'est très intéressant. La Corse, d'ici le 1er janvier 2018, verra ses compétences élargies. Elle deviendra une collectivité à statut particulier. La revendication autonomiste, donc, doit être considérée comme un recours pour barrer la route à la mort programmée de nos territoires. L'autonomie, c'est la gestion des compétences fiscales, administratives et judiciaires, mais aussi la capacité du financement de l'enseignement des langues vernaculaires. Il serait alors possible de gérer la mise en place de mesures pour la promotion de la langue et de la culture propre à chaque territoire. Il est évident que dans les activités, par exemple, périscolaires, il soit plus intéressant que nos enfants apprennent leur histoire, apprennent leurs coutumes, plutôt que d'apprendre à danser la zumba et le zouk. Je pense que vous êtes tous d'accord là-dessus. Donc ça aussi, ça peut devenir une compétence d'un territoire autonome, de faire en sorte que dans l'enseignement public, le mot éducation nationale me dérange, parce qu'on éduque, on formate. Donc je préfère enseignement public. Ça serait plutôt intéressant, donc, dans le cadre d'un territoire autonome, justement, que l'on puisse financer ce type d'initiative de réenracinement. L'autonomie joue un rôle primordial pour un développement économique efficace. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le localisme, ça ne doit pas être quelque chose de réservé à une élite, ça doit être institutionnalisé à un moment donné. Le recours à une gestion de ressources produites localement, production alimentaire par exemple, doit être utilisé en premier lieu dans les établissements publics. C'est pour ça qu'il faut institutionnaliser la chose,
et donc le pourquoi du comment de l'autonomie. Dans les établissements publics, les hôpitaux, les centres pour personnes âgées dépendantes, ce qu'on appelle les EHPAD, les cantines scolaires, cela représentera un facteur important dans le développement de l'emploi local et permettra de lutter contre la paupérisation et la migration des jeunes. L'autonomie permettra donc de vivre et travailler et décider au pays, de redonner un sens à la vie locale et aux rapports sociaux, ce dont nous manquons aujourd'hui cruellement. Il convient de mettre en place un protectionnisme adapté, favorisant les circuits courts, les échanges de produits locaux entre producteurs et consommateurs. Le système localiste donc favorise le tissu économique traditionnel selon le triptyque emploi, solidarité, écologie. Nous pourrons enfin renforcer l'idée d'une Europe des patries charnelles dans le cadre de la collaboration transfrontalière. Quelques propositions en bref et non exhaustives pour des territoires qui se voudraient autonomes, pour une gestion de proximité, nous l'avons dit, sans intermédiaire, qui ne font que grossir le millefeuille administratif et gonflent les factures du contribuable. Ça ne vous aura pas échappé, hein, on sait très bien que l'agglo, les communautés d'agglomération, tout ça, on paye, hein, c'est nous qui finançons, mais ça ne sert strictement à rien. Hein. Donc la CTU a l'avantage de regrouper conseil départemental et conseil régional. Donc ça c'est intéressant. Évidemment, on est dans l'ère du temps, puisqu'on est dans l'ère de l'économie budgétaire, et aussi il y a quelque chose qui déplaît de plus en plus aux élites, le fait de se réapproprier le pouvoir localement. On rentre dans ce que, il y a un moment donné, ils appelaient la démocratie participative, ils aimaient beaucoup ce mot-là, aujourd'hui ils l'aiment un petit peu moins, puisque ça leur échappe, hein, Brexit, Trump, voilà. Pour une meilleure donc, prise en main de nos intérêts économiques, nous l'avons dit, une meilleure gestion des finances publiques et des prestations sociales, hein, le RSA par exemple, qui est financé par le conseil départemental. Ça aussi, si on a un territoire autonome, on lève les impôts et après on les distribue comme on a envie, on peut couper aussi. Hein. En termes de fiscalité, évidemment, lutte contre le racket fiscal qui tente la paupérisation progressive de la population et empêche un développement économique profitable à tous. Pour la récupération donc de la masse fiscale et son réinvestissement dans les secteurs stratégiques locaux, créateurs de richesses et d'emplois, 2 pistes sont à suivre, par exemple, suppression de la taxe foncière et récupération de la TVA par l'institution publique locale. Parce qu'il faut savoir que nos impôts financent l'immigration. Moi, je préfère que les impôts, les nôtres, servent à développer le tissu économique local et à créer de l'emploi. Ah oui, des taxes kilométriques, ça aussi dans le cadre du localisme, c'est pour ça que je dis qu'il faut institutionnaliser le localisme. La détaxe kilométrique, là on pourrait faire justement rentrer dans du protectionnisme adapté, et pas seulement mettre juste des barrières, mais dire voilà, chaque producteur local aura telle détaxe selon le nombre de kilomètres, etc. Et création, pourquoi pas, c'est à réfléchir, de zones franches dans les hauts cantons pour les petits producteurs, parce qu'on le sait, dans les hauts cantons en montagne, donc c'est assez difficile, il y a des situations relativement précaires. Donc pour une véritable défense, effectivement, du service public, un véritable engagement dans les zones rurales et les hauts cantons, puisque, bon, on le voit, c'est dans l'air du temps, on coupe tout ce qui est service public, les petits blancs trinquent, mais par contre, les immigrés, il n'y a pas de problème. Hein. Pour un meilleur contrôle de l'immigration, une gestion radicale de la délinquance, un territoire autonome, pourquoi nous interdire la création d'une police autonome, finalement? Ça peut être intéressant aussi. Pour une véritable gestion transfrontalière, ça c'est très intéressant pour les frontaliers. Les territoires autonomes doivent pouvoir occuper une zone d'échange, qu'elle soit culturelle, économique, mais également de mutualisation des moyens sécuritaires. L'immigration, les incendies, on a eu l'exemple nous en 2012, on a mis en collaboration les pompiers de Catalogne et ceux de notre territoire, ça a très bien fonctionné, le trafic de drogue, la contrefaçon et la santé. Nous avons un exemple de collaboration transfrontalière vraiment localisé, qui est l'exemple transfrontalier de Puigcerdà, qui est un hôpital franco-catalan, où on parle carrément 3 langues dedans, c'est trilingue, catalan, français et castellan. Et ça marche très bien, paraît-il qu'il marche mieux que l'hôpital de Perpignan. Enfin, bref. Il s'agit là d'une véritable prise en main par la base des projets de construction d'une Europe puissance, régénérée et renforcée depuis ses racines territoriales les plus profondes. Donc, l'importance aussi du côté culturel, évidemment, un territoire autonome nous permettrait d'une véritable défense des identités charnelles,
que ce soit sur la langue, la culture et l'histoire locale, puisqu'on voit bien, comme je l'ai dit en introduction tout à l'heure, que le jacobinisme s'attelle à détruire toute référence historique et culturelle de nos patries charnelles. L'idée donc générale de notre projet politique en matière de territorialité est la suivante: permettre aux gens de décider le plus possible par eux-mêmes de ce qui les concerne directement, en créant un système politique et social où les problèmes puissent être résolus au niveau le plus bas possible. Le terme essentiel ici, vous l'aurez compris, est celui d'autonomie. Ce système est la clé de voûte de la société fédérale qui exige que les décisions soient toujours prises au niveau le plus bas. Et on délègue à l'État régalien ce que l'on ne peut faire. Cette idée fait partie également d'un projet de relocalisation économique. C'est non seulement du patriotisme identitaire, mais également économique. À l'heure des grandes questions donc écologiques, économiques et identitaires, il convient mieux de parler d'éco-régions autonomes basées sur les 8 points basiques de la relocalisation économique. Il s'agit de réévaluer, reconceptualiser, restructurer, relocaliser, redistribuer, réduire, réutiliser et recycler. Quel homme politique digne de ce nom, finalement, privilégierait la mondialisation plutôt que le développement d'une économie locale basée sur les circuits courts? Quel homme politique? Eh bien, ces hommes politiques, eh bien, il y en a plein, ils encombrent les couloirs de l'Assemblée nationale, ils font du gras sur les bancs du Sénat. Maintenant, on doit passer à autre chose, hein, parce que tous ces gens nous vendent sur le marché de la mondialisation et nos territoires se meurent. Et la solution, pour moi, viendra d'en bas, et certainement pas d'attendre que ces politiques daignent bien nous sortir des choses intéressantes pour nous. Ça fait 40 ans qu'ils ne nous sortent rien et qui finalement se gonflent les poches tout en vidant les nôtres. D'un point de vue communal, parce que les territoires, c'est aussi les communes. On peut imaginer aussi, pour le budget de nos communes, essentiellement constitué avec l'argent des contribuables, il faut le rappeler, qu'elles pourraient bénéficier directement par le biais de projets structurels décidés en conseil municipal ou avec l'appui des réseaux associatifs et des acteurs socio-économiques locaux, d'une autosuffisance par la création d'une demande auprès d'une économie locale qui se voudrait circulaire. On essaye au maximum de redonner corps et vie à nos communes, parce que ça fait partie, comme la famille, des premiers corps de vie sociale. Je l'ai dit plus haut, mais je le répète, la récupération de la masse fiscale est le moyen incontournable et démocratique, parce qu'on aimait bien nous sortir ce mot avant, aujourd'hui c'est plus compliqué. Donc c'est bien aussi de leur remettre un peu... Donc le peuple, finalement, doit se réapproprier l'argent qu'il distribue, parce que cet argent, je l'ai dit tout à l'heure, il sert à financer notre invasion. Que les choses soient dites. Cet argent que nous donnons aux impôts sert à financer notre invasion. Il faut le récupérer pour donner du souffle à nos territoires. Évidemment, la mise en place d'un tel projet de relocalisation ne passera que par l'institutionnalisation d'une économie locale et évidemment la création de structures adaptées politiquement parlant. Rappelons également que nous souffrons dans notre pays d'un taux de chômage et de précarité affolant. Le localisme s'inscrit donc dans le triptyque suivant, comme je l'ai dit tout à l'heure, emploi, solidarité, écologie. Il est évident qu'en favorisant des entreprises locales, une agriculture raisonnée, parce que bio ça fait souvent un peu bobo hein, quand même de temps en temps, quand on connaît de vrais agriculteurs, on a plus tendance après à parler d'agriculture raisonnée. Il est évident que si on crée tout un maillage territorial, on va quand même petit à petit aussi tenter de résorber le chômage. Il faut dès aujourd'hui donner des outils aux politiques locaux afin de soutenir les PME des territoires concernés face aux multinationales. Les responsables des services de marché public doivent pouvoir retenir les locaux. Ici, les réglementations de l'Union européenne posent des problèmes car elles exigent que les demandes d'offres de marché public soient proposées aux entreprises également étrangères, ce qui, dans la réalité des faits, se résume par un dumping social contre lequel une réforme en profondeur des institutions, mais également un changement des habitudes, doivent être prises en considération en urgence. Cette question s'inscrit tout à la fois dans une démarche de patriotisme économique, mais également de sécurité pour les collectivités territoriales qui doivent avoir leurs prestataires de proximité. Le secteur agricole, enfin, ne doit pas rester hors course. Par exemple, pour nous, Catalans, mais je ne doute pas que d'autres territoires recèlent d'autres trésors en matière de ressources locales, nous avons la chance de vivre dans un département qui est béni des dieux.
où il est possible de développer les 4 grands secteurs de production agricole, et je dirais même 5 avec la production céréalière, mais nous n'en avons plus. Nous avons la viticulture, le maraîchage, l'arboriculture et l'élevage, que nous devrions mettre en corrélation avec une transformation des produits 100% locaux. J'ai ici un exemple intéressant et qui est récent. Production laitière mise en corrélation avec la production fruitière. On fait des yaourts donc, aux fruits, faits dans des coopératives de haute montagne et qui sont distribués à toutes les cantines scolaires des hauts cantons. Voilà comment aussi on peut enrayer la mondialisation et créer de l'emploi. Point supplémentaire, une étude sérieuse aussi, ça ne doit pas être évincé, une étude sérieuse sur les énergies propres et renouvelables doit être mise en action, car nous bénéficions de plusieurs atouts issus des 4 éléments, l'eau et l'air avec le vent. Exemple, moulin à eau, à vent, flux maritime, etc. La question est la suivante, la France a-t-elle encore la capacité de gérer convenablement nos centrales nucléaires? Quel avenir pour les déchets? Le localisme, c'est aussi penser propre. Innovation et indépendance énergétique, aucune question ne doit être évincée. Les 8 points basiques donc, sont à mettre en corrélation avec ce projet de retour, de renforcement des institutions politiques locales inscrites dans une collectivité territoriale unique. La CTU donc, est un objectif à long terme de développement pour une écorégion autonome, je l'ai dit plus haut, inscrite évidemment dans un cadre identitaire, sinon cela ne veut plus rien dire. Enfin, pour clôturer le chapitre sur les pistes économiques, nous devons tendre vers le développement d'un tourisme qualitatif et valorisant. Il semble également essentiel de prendre en compte pour notre équilibre identitaire, démographique, la surpopulation et économique, la question de l'immigration, qui aujourd'hui est un sujet incontournable. Les questions d'immigration extra-européenne, pour commencer, qui représentent à notre sens un danger incomparable en termes de culture, de revendication, de démographie, d'économie, mais également de terrorisme. Évidemment, la véritable question, parce que là, ce que je viens de citer, c'est les conséquences de l'immigration, culture, religion, bon, ça c'est les conséquences, c'est pas tout à fait le vrai problème. Le vrai problème, il est d'ordre racial. Nous le savons, nous n'allons pas nous cacher derrière le petit doigt, et la remigration ici semble le seul remède. Je vais aborder la question aussi de l'immigration intra-européenne avec l'héliotropisme, parce que le localisme, c'est ça aussi, c'est l'écologie. L'héliotropisme qu'il convient d'enrayer. L'héliotropisme entraîne une disproportion démographique entre territoires du nord et du sud de l'Europe, occasionne une flambée du prix de l'immobilier, un changement des habitudes traditionnelles, des mutations de fonctionnaires au détriment des locaux, etc., etc. Il y a un bouleversement évident dont il convient de soulever le problème. Comment enrayer ce phénomène? Par quels moyens fiscaux, motivations sérieuses, etc., etc. L'héliotropisme pose effectivement un problème de surpopulation dans les territoires du sud de la France. Donc, les gens viennent pour le soleil, ils viennent pas souvent pour la culture de temps en temps, mais ça pose réellement un gros problème parce que c'est la bétonisation à outrance de nos territoires. Donc on sacrifie les terres arables pour construire des lotissements ou des zones industrielles. Et ça, ceci, en tant qu'identitaire, c'est inacceptable. Localisme, autonomisme et enfin Europe puissance. Je terminerai donc ma brève intervention par cette question. Comment concevoir l'articulation entre Europe des peuples et Europe puissance? Difficile de résumer un tel sujet, c'est toute une conférence, voire une journée qu'il faudrait consacrer à la question. Je vais tenter d'être concis, comme depuis tout à l'heure d'ailleurs, où je réduis volontairement chaque thème pour rentrer dans les clous du timing. Alors, pour être Europe puissance, pour moi, eh bien, il faut penser Europe des peuples. Si nous voulons une paix durable qui assure la stabilité d'une Europe puissance, cette même Europe doit être bâtie sur des bases solides, à savoir ses patries charnelles. Elles sont le ciment de l'Europe réelle, en opposition à l'Europe légale et administrative, qui n'est finalement qu'un jacobinisme de plus, appuyé par l'idée d'une Europe des marchés dont le corollaire est la destruction de notre économie et l'invasion migratoire. Pour devenir Europe puissance, notre Europe a besoin d'être régénérée par ses racines les plus anciennes, qu'elles soient philosophiques, spirituelles et ethniques. Certains peuples d'Europe peuvent aspirer à la création d'un État qui leur est propre, de par leur histoire, leur culture, ou bien d'une constitution politique antérieure à leur état administratif actuel.
Il en va tout à la fois d'une marque de respect et de considération pour ces peuples, mais également de la stabilité politique, économique et militaire des territoires intéressés. D'autres, en revanche, dont la situation historique, culturelle et économique est différente, doivent pouvoir accéder, faute d'indépendance, à une pleine autonomie avec de véritables parlements locaux, bénéficiant tout à la fois de pouvoirs législatifs et exécutifs. Chaque territoire doit pouvoir bénéficier d'outils politico-juridiques pour pouvoir se développer. C'est une question de bon sens. Enfin, pour accéder à cette fameuse Europe puissance, toutes ces petites patries charnelles doivent être articulées par un savant enchevêtrement soucieux du respect de chacun. L'idée qui en découle serait un système fédéral et confédéral, selon les divers degrés des libertés territoriales. La construction finale de ce système serait un véritable État confédéral européen, constitué de membres élus dont la seule prérogative serait d'ordre régalien, la monnaie et la défense. L'Europe, régénérée à sa base par un harmonieux système de subsidiarité, se verrait renforcée, capable de mener tout à la fois divers combats, par exemple économiques et militaires. Économique, avec l'application d'un protectionnisme adapté et échelonné, local, national, continental, nous l'avons vu, en jouant au maximum la carte du localisme et de l'autosuffisance énergétique et alimentaire. En finir avec l'Europe de la faiblesse et reprendre une place prépondérante en matière militaire et ainsi peser sur l'échiquier international pour un retour à un monde multipolaire dont d'ailleurs une esquisse est en train de se réaliser actuellement. L'idée générale qui découle de ma modeste réflexion est que notre Europe ne peut se bâtir qu'à partir des peuples et pour les peuples qui la composent et certainement pas à partir de cénacles obscurs qui servent les intérêts d'une caste oligarchique comme c'est le cas actuellement. Je vous remercie.